Enfin, le Ranger Raptor va être disponible en Amérique du Nord. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, enfin, une nouvelle qu'on avait prédit puis que ça finit par aboutir. On vous avait montré un peu des prototypes des mules du fameux Ranger Raptor qui se promenait. Puis là, il a été dévoilé globalement. Oui, pendant la nuit. Donc, on s'est levé ce matin, on a vu la nouvelle. C'est la première fois que le Ranger Raptor va être disponible pour nous ici en Amérique du Nord. C'est vraiment le fun. Là, on tombe vraiment avec le Ranger, avec la plateforme globale. Fait que c'est un nouveau Ranger complètement redessiné. On l'a vu un peu auparavant en version normale, mais là, c'est vraiment Ford Performance, puis même Jim Farley de chez Ford a confirmé que le Ranger Raptor allait arriver en Amérique du Nord. En tout cas, aux US, mais quand les US l'ont, habituellement, le Canada l'ont aussi. Oui. C'est une très bonne nouvelle de ce côté-là. Fait qu'un Ranger tout redessiné, flambant neuf, tout est nouveau dessus. Faut pas oublier que le Ranger qu'on a eu quand il a eu son fameux retour, ce Ranger-là, c'était la vieille plateforme un peu globale qu'il y avait ailleurs. Puis on n'avait pas tous les gadgets et tous les trucs qu'il y avait ailleurs. Fait qu'en fait, là, le dévoilement a été fait en Australie. Fait que c'est là qu'il est le plus populaire, le Ranger Raptor. Puis c'est là pas mal toutes les informations qu'on a aujourd'hui, ça vient de chez Ford Europe. La motorisation qui a été annoncée dans ce modèle de Ranger Raptor-là, c'est un 3 litres Twin Turbo EcoBoost. Ouais, il n'y a pas de surprise vraiment. Regardez, les nouveaux Rangers sont faits sur la même plateforme que les Bronco. Fait que le Ranger Raptor va beaucoup ressembler au Bronco Raptor. Fait qu'on va retrouver le même moteur. Ça a beaucoup d'avantages de ce côté-là, surtout aftermarket. Fait que si on modifie les gens qui veulent investir dans les pièces performance, ça vaut plus la peine quand on est une compagnie d'investir dans un moteur qu'on retrouve dans plusieurs modèles de performance comme celui-là. Fait que de ce côté-là, on n'a pas les chiffres officiels. Là. J'ai fait des petits calculs. Là. On peut s'attendre environ que le Ranger Raptor va avoir 392 chevaux vapeur et 430 livres-pieds de couple, ce qui est assez considérable, mais ce n'est pas les chiffres officiels pour le marché États-Unis-Canada. Au moins, on vient rajouter un peu de power en dessous du capot parce qu'on va se le dire, souvent dans les camions qui sont un petit peu, ils appellent ça mid-size, là, des fois, ils ne mettent pas un moteur plus fort. Si on regarde un peu un Toyota Tacoma, ils ne vont pas mettre un moteur plus fort parce que c'est le modèle TRD Pro. Ils vont juste mettre des roues, des mags, suspension, un genre de lift, puis c'est ça qui se passe. Fait que là, de ce côté-là, moi, je pense que le Ranger Raptor va vraiment venir dominer côté performance. Puis c'est intéressant parce que les autres marchés l'ont toujours eu. On ne l'a jamais eu, mais il faut se dire, les autres marchés, eux autres, il n'y avait pas le vrai Raptor, le F-150 Raptor. Fait que là, en Amérique du Nord, on va avoir tous les Raptors. Oui, c'est super. Bon, côté look, à quoi on peut s'attendre du Ranger Raptor? Premièrement, on voit la grille à l'avant avec le gros logo Ford qu'on retrouve sur le F-150 Raptor. C'est pas une surprise de ce côté-là. Ouais, le look est très similaire à un F-150. Là, on va se dire, le nouveau Ranger, il est beaucoup plus carré, moins rond qu'auparavant. À l'avant, on retrouve vraiment le pare-choc style Raptor, je pourrais dire. Là. C'est un peu le même design qu'on retrouve autant sur le F-150 que le Bronco. Grosse skid plate à l'avant. Comme tu dis, là, il y a les fameuses grosses LED. D'après moi, il y a les 3 petites lumières ici en plus, là, en jaune dessus. Camion vraiment plus carré. C'était un mini Raptor, un mini F-150 Raptor. Excusez-moi là, si je dis juste Raptor là, comme ça. Là, parce que ça a été longtemps juste le F-150 qui était le Raptor. Logo Raptor à l'arrière, le gros lettrage Ranger comme un peu stampé en arrière. Sur les côtés en avant, sur les fenders, on a une espèce de fausse trappe d'air. Là, mais regardez, je trouve qu'il y a quand même une belle gueule. Les roues, même design que le F-150. Les côtés des pneus, j'ai pas vérifié. D'après moi, ça doit être du 33 pouces. Je vais aller voir en détail un petit peu plus tard. Sur le capot aussi, on a des
Des trappes d'air. Des heat extractors, qu'ils appellent en anglais. Là. Fait que à l'arrière encore, là, c'est comme plus musclé aussi. Là. On voit les nouvelles lumières. C'est vraiment camion. Là. C'est pas petit camion normal. Il est petit, mais il a l'air... Non, il y a de la gueule. Il a l'air imposant. Il a l'air d'avoir aussi été élargi. Là. On voit que les fenders et tout. Encore une fois, ça semble être en plastique, un peu comme on avait parlé, mais pour faire du on-road, c'était l'idéal, comme on mentionnait dans nos épisodes de podcast précédents. Oui. Puis on voit en arrière, là, dans la boîte, là, on dirait qu'il y a un machin truc. Là, un machin truc. Un machin truc, un genre de roll bar là, qui vient comme compléter un petit peu l'arrière. Là. Ça, je suis pas trop sûr à quoi ça sert. Là. Mais beau camion en dedans, on voit les sièges. Là. Puis là, ils l'ont lancé vraiment dans la couleur typique, iconique de Raptor. À chaque fois qu'ils lancent un Raptor, que ça a été le premier en 2010 pour le F-150, que ça a été le Bronco Raptor ou c'est le Ranger Raptor, et ils le mettent tout le temps en orange. Au début, ils appelaient ça Molden Orange. Là. Mm-hmm. Je sais pas si c'est encore ça pour celui-là, mais ils le mettent tout le temps en orange. Puis en intérieur, noir et orange. C'est très beau, des beaux sièges à l'intérieur. Gros écran. Ça va faire du bien, ça. Là. Surtout dans ce segment-là, on va se dire, tous les camions sont très vieux. Là. Non, c'est vrai. Dans tous les camions mid-size, il y avait tous des petits écrans tout le temps. C'était toujours un peu en retard. Là. Il y en a encore avec des clés. Là, ouais. Le dernier Ranger qu'on avait essayé, il y avait une clé. Non, je pense que c'était le Colorado. Je sais pas, là, mais... C'est le Colorado. Ça se peut. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas... Le dernier qu'on a eu, c'était le Ranger Tremor qu'on a eu à l'essai. Mais c'est juste pour vous dire, là, le Colorado, le Canyon, le Tacoma, tous les petits camions de ce segment-là. Tous des mini-écrans. C'est tout super old school. Ouais. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disent que le Canyon puis le Colorado s'en viennent avec des versions ZR2 puis AT4X, etc. Mm-hmm. Là. Ça va venir vraiment faire compétition avec le Ranger Raptor. Il faut juste que GM mette un moteur spécial. Là. Ouais. Mais il y en a. Je pense que s'ils mettent le 2.7, le 4 cylindres 2.7 qu'ils mettent dans les pick-up, puis qu'ils ont déjà modifié pour le CT4V, ça va faire masse la job pour compétitionner le 3 litres de chez Ford. Fait que on voit quand même un vrai shifter, un autre qui est le fun. L'intérieur a l'air bien réussi, surtout comparé de l'ancien. Là. Si on regarde vite fait sur les images, là, on voit le volant est à droite parce que c'est vraiment... C'est le lancement australien. Ouais, c'est ça. Gros écran aussi, les clusters tout digital, comme qu'on retrouve dans l'F-150. Vraiment un beau petit modèle. Puis, tu sais, juste en nous disant que le Ranger Raptor va venir en Amérique du Nord, on peut s'attendre que les versions Ranger normales vont venir aussi. Fait que c'est une plateforme que moi, j'ai beaucoup de confiance qu'ils vont bien réussir parce que, d'un, c'est une plateforme que le Bronco évolue sur la même plateforme aussi et c'est une plateforme qui va être partagée avec Volkswagen pour faire leur nouvelle génération de Amarok, là, le petit pick-up Volkswagen, qui va venir en Amérique du Nord, qui est confirmé aussi. Fait que de ce côté-là, on voit que c'est une plateforme qui est extrêmement importante. Puis il y a des gros joueurs aussi en arrière, là, aussi quand Volkswagen fait partie du lot là-dedans. Fait que ils ont de l'argent. Ils ont mis de l'argent, ils ne l'ont pas développé pour seulement un modèle. Fait que, comme tu dis, on a un peu plus confiance. Fait que non, je trouve qu'il est très bien réussi. Puis je pense que même là, il y a des bonnes ressemblances au F-150, mais regardez les chiffres de moteur, tout ça ne jouera pas sur le territoire du F-150 Raptor. Non. Là, on a vu qu'il y avait un système d'échappement variable avec des modes dessus. On voit aussi qu'il est un peu plus surélevé. Là. Ça, ils ont mis encore une fois la suspension Fox de 2,5 pouces. Okay, une bonne suspension. Encore là, ça doit être, on va se le dire, ça va être des setups vraiment similaires au Bronco. Là. Je regarde que le Bronco va avoir une suspension un petit peu plus grosse, là, mais en gros, là, c'est la même plateforme. Fait que c'est sûr certain que quand ils développent des produits comme ça, puis les ingénieurs travaillent là-dessus, quand ils peuvent travailler sur deux produits en même temps, ça vaut la peine. Mm-hmm.
On retrouve aussi, c'est pas une surprise, le différentiel qui se barre à l'avant et à l'arrière, donc un beau plus. Ouais, c'était un must là, dans cette catégorie-là. Là. Quand on compétitionne comme les Colorado ZR2, etc. Puis on veut vraiment être capable de faire du gros hors-route, et ça prend ça. Beaucoup de modes de conduite, comme qu'on retrouve dans la F-150 puis dans le Bronco aussi. Plusieurs pour la route, puis plusieurs pour hors-route. 3 pour la route, 3 pour l'hors-route. Puis dans l'hors-route, on retrouve le fameux mode Baja. Fait que c'est le fun de ce côté-là. Puis il y a aussi le Trail Control. Il y a tous les gadgets qu'ils ont développés. Tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, Ford est tellement rendu une marque de camion à cette heure que, tu sais, le moindre petite affaire qu'ils développent, ils vont le mettre dans tout. Dans le Bronco, Bronco Sport, Ranger, F-150, etc., etc. Pour l'instant, on peut s'attendre que les premières unités du Ranger Raptor vont être livrées à la fin de l'été en Europe. Il n'y a pas de prix qui ont été annoncés encore. Combien de temps tu penses que ça va prendre avant qu'on l'ait ici en Amérique, s'il est livré en Europe à la fin de l'été? D'abord, ça va être en même temps. Là. Ils vont pas... Ils vont pas étirer ça. C'est quand même, Ford vient des États-Unis. Fait que je pense pas qu'ils vont prioriser l'Europe avant les États-Unis. Je pense qu'ils vont essayer de gager leurs affaires pour que tout arrive en même temps. Ben écoute, auparavant, on ne l'avait pas, ce produit-là. Ouais, mais c'était une question de moteur. Le moteur, il était comme, il passait pas les émissions. Puis aussi, il y avait des versions Ranger Raptor diesel qu'il n'y aurait pas nécessairement passé ici, dans notre marché. Fait que, tu sais, les gens qui veulent avoir un véhicule de performance, ils n'associent pas ça à un moteur diesel dans notre marché. Fait que c'est un petit peu pour ça. Là, j'ai mis une autre image. On voit la plateforme. On s'excuse pour ceux qui nous écoutent en mode podcast. On peut voir que là, il y a le frame a vraiment été modifié, a été renforcé pour faire leur route. Encore une fois, comme le Bronco Raptor. Fait que toutes les places qui sont en couleur, je pourrais dire, là, c'est des places qui ont changé sur la plateforme. Fait que c'est intéressant de ce côté-là. Un beau petit modèle. Ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là. Oui, moi aussi. Fait que, encore là, une fois, le prix n'a pas été annoncé en Europe. Fait que, ici, on n'a pas les détails pour le Ranger Raptor, mais ça a été confirmé. J'ai vérifié littéralement. Jim Farley l'a tweeté, puis Ford Performance sur leur Instagram l'ont confirmé qu'il venait aux US. Fait qu'on peut s'attendre à l'avoir. Un autre modèle très, très, très le fun que Ford nous offre. Je sais, encore une fois, on parle toujours de Ford, mais ils sont en feu ces temps-ci. Encore un Raptor, encore un Ford. Mais c'est des modèles le fun qui nous intéressent beaucoup, qui sont très intéressants. Puis c'est des beaux modèles. C'est le fun, ils sont bien complétés. Puis c'est des modèles qui sont faits un peu pour notre climat. Oui. Tu sais, des fois, c'est le fun, des Corvettes, des Porsche et toutes ces choses-là. Mais quand c'est serré la moitié de l'année, ça, c'est des véhicules pratiques, le fun, performant. On peut faire des hors-route, on peut tirer avec, on peut travailler avec. On peut amener la famille, on peut tout faire, puis on peut s'en servir à longueur d'année. On peut passer partout. C'est vraiment génial. Juste cette semaine, là, on va se le dire, là, on s'entend, on n'a pas une super belle hiver pour ceux qui restent au Québec, qui nous écoutent. Là. C'est n'importe quoi. Là. Puis juste cette semaine, combien de fois il a fallu qu'on monte à moitié dans un banc de neige avec notre camion cette semaine. Là. Non, c'est clair. On se le disait l'autre jour. La charrue s'en venait. Ça passait pas. Les autos étaient trop stationnés dans la rue. Il a fallu que j'embarque sur le trottoir. Puis je passe par-dessus un banc de neige, mais avec notre Yukon. Puis on a des gros pneus tout-terrain. Ça a été un rien. Mais si on aurait été avec presque n'importe quel véhicule qui était plus petit que ça, ou moins haut, avec des moins gros pneus, on n'aurait pas pu le faire. Il aurait fallu reculer dans une cour ou quelque chose. Ça passait pas. Moi, j'ai embarqué sur le trottoir, boum, la charrue a passé, la déneigeuse. Voilà, la déneigeuse. Il y a certaines personnes qui nous écoutent, qui sont en France, là, qui ont une charrue, ils vont dire c'est quoi ça? Là? Ils mettent des équipements de ferme dans la rue. Oh my God. Moi, une autre fois, je pense que ça fait 2 semaines. Écoute, j'embarquais sur l'autoroute, puis dans la loupe pour embarquer sur l'autoroute, il y a un 53 pieds qui s'était dépiné. La vanne était à moitié dans le chemin à bloquer. Mais elle bloquait comme la loupe aussi que les gens sortaient de l'autoroute. Là, il y a un véhicule qui s'en venait, j'étais comme, il sortait de l'autoroute.
J'ai dit, il va foncer dans la vanne qui est à moitié entre les deux. Je sais même pas comment il a traversé le fossé, là, pour vrai. Là. C'était une situation vraiment... je sais pas comment c'est arrivé. Mais moi, en arrière de moi, j'ai freiné. J'étais en camion, encore une fois, une chance. Puis derrière moi, il y avait un autre 53 pieds qui s'en venait. Et là, j'ai dit, OK, je me sors de là. J'étais avec les 3 enfants. J'ai passé à moitié dans le banc de neige sur l'accotement. Puis en auto, jamais j'aurais été capable de m'enlever d'être là. J'aurais été peut-être pognée en sandwich entre 2 53 pieds. Puis là, c'était vraiment pas super, là. Non. Puis on se dit, on est fan de gros camions, on est fan de véhicules hors route, on est fan de grosses suspensions. J'avais un Raptor auparavant, je vous le rappelle. Véhicule qu'on a adoré. On a eu mon Sierra T4, que lui tout, on le roulait sur des 35 pouces aussi, qui était capable de passer partout. Là, notre Yukon, lui, c'était un petit peu plus pour la famille, mais on a mis des bons pneus dessus, fait que ça remonte un peu nos capacités hors route. Puis quand il faut faire des trucs comme on a fait avec la déneigeuse ou toi, avec ta situation, qui avait presque un accident, tout ça, là, ça nous a sorti du trouble, littéralement. Oui. Puis on reste pas en ville, il faut le dire aussi. Là, si vous nous écoutez, vous êtes en ville, là, c'est pas la même situation. Nous autres, on reste, il y a des montagnes, il y a des routes que le vent pousse la neige dans le chemin, que c'est pas déneigé à moitié. Je pense que si vous regardez moindrement nos essais routiers, vous le voyez dans la forêt. Vous le voyez dans le background qu'il y a des montagnes, que c'est la vraie hiver ici, puis les chemins sont pas tous beaux, puis même la ville où on vit, je pourrais dire, la moitié des chemins sont même pas asphaltés. Oui. Oui. C'est une ville fancy, là. Aïe. Mais minute qu'on sort un petit peu du village, là, du centre de la ville, là, tout le reste, c'est pas asphalté. Là. Non. Fait que des fois, c'est dur sur les véhicules. Puis aussi, c'est dur de garder les véhicules propres aussi. Oui. C'est pour ça, des fois, en route, là, il y a besoin d'un petit peu moins de laver. C'est le fun, des fois. Oui, c'est ça. L'autre fois, il y a quelqu'un qui nous a écrit en commentaire « Oh mon Dieu, vous auriez dû laver le véhicule avant de le filmer. » Tu sais, on s'entend, on filme dehors, puis on s'entend, on lave le véhicule avant de le filmer. Mais des fois, juste de se rendre du lave-auto à chez nous, il est revenu super sale, même si c'est vraiment pas loin. En hiver, c'est impossible. C'est impossible des fois. C'est impossible. Là. On fait notre mieux, mais... C'est tellement difficile. Là. Pour avoir les véhicules parfaits, il faudrait être des heures de temps à nettoyer le véhicule ou avoir vraiment un garage fermé, le laver au chaud. Il faudrait dépenser extrêmement beaucoup d'argent, passer beaucoup d'heures là-dessus. Puis il faut se dire, là, regardez, là, l'auto, là, on n'est pas en train de faire une publicité pour l'auto, on est en train de l'essayer. Que si l'auto est sale, ça fait juste montrer qu'on l'a essayé. Ouais, ça part pas en hiver parce qu'elle était dehors, comme beaucoup de gens qui n'ont pas de garage, mais vous allez avoir leur juste. Fait que c'est juste plus réaliste. Juste vous donner une idée, regardez, la semaine passée, on avait le Lincoln Corsair PHEV. Puis pendant qu'on était en train de faire nos shots, là, nos fameux B-plans qu'on appelle, là, quand on est en train de rouler avec le véhicule, j'ai juste été me revirer dans une cour de quelqu'un, puis j'ai failli rester coincé. Oui. Puis c'est un véhicule qui est quand même all-wheel drive, avancé, avec plusieurs modes. Il y a des pneus d'hiver dessus, il n'y a pas des pneus tout-terrain. Ah oui. Il a fallu que je fasse des petites tactiques en route cow-boy un peu pour sortir de là. Oh my God. Là, moi, quand je filme, je suis au bord du chemin, puis là, je le vois aller. Je suis comme... Des fois, je dis qu'est-ce qu'il fait là. Une chance qu'il ne met pas toute la vidéo des fois, là, parce qu'on entendrait tous les noms que je te traite des fois. Mais tu sais, des fois, ça l'arrive comme ça. Je suis habitué d'aller me revirer à une certaine place, ces choses-là. Puis là, puis la semaine passée tellement mal été que ça aurait été genre juste normal que je reste coincé dans une cour de quelqu'un. Fait que la semaine passée, une journée, on essaye de travailler, puis là, on n'avait plus d'électricité. Là, on va voir sur le site Hydro-Québec pour les pannes de courant. Je pense que dans toute la ville, il y avait 3 maisons qui n'avaient pas d'électricité, puis c'était nous autres. Il y a plein de petites bad luck impassables qui arrivaient là, la semaine passée. Elle me texte aussi. Moi, une autre journée, quand là, j'ai pu avoir l'électricité pour monter les vidéos. Bon, pour une fois, après une semaine d'enfer, t'avais le temps de vraiment prendre soin de toi. Le bébé dormait, tout ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je suis dans la douche avec les cheveux pleins, mais pleins de savon. Puis là, l'eau coupe. L'eau coupe, et je suis comme, qu'est-ce qui se passe?
est-ce que c'est l'univers? Parce que là, je la trouvais vraiment plus drôle. Là. En tout cas, on a eu vraiment une semaine d'enfer. Ouais, puis tu sais, toutes des affaires qui arrivent jamais. Vraiment. L'eau qui coupe, ça n'est jamais arrivé. Tu sais, des pannes d'électricité, ça l'arrive, mais tu sais... Pour 2 maisons dans toute la ville. En plus, on avait un véhicule hybride branchable. J'arrive pour le brancher. Là, il marche pas. Là, je suis comme... J'ai sauté là, les breakers, tout ça, parce qu'on va vous le dire là, au début, là, quand on commençait à plugger des véhicules électriques et hybrides branchables, faut avoir quand même des bonnes plugs dehors. Ça dépend de l'ampérage, ces choses-là. Ouais. Puis là, quand on a construit notre nouveau bureau, j'ai fait installer des plugs dehors qui étaient faits vraiment pour brancher des véhicules électriques. Parce qu'avant, on faisait sauter tout un breaker. Aussi, on en branchait 2 en même temps la semaine que c'est arrivé. Là. On avait 2 véhicules en même temps branchés. Fait que non, il est arrivé plein de bad luck, mais bon. Une autre nouvelle qu'on voulait vraiment vous parler, qui est un choc dans les nouvelles dernièrement. C'est le bateau cargo qui a pris en feu au milieu de l'océan Atlantique. Oui, un gros bateau cargo qui appartient au groupe Volkswagen. Ils disent qu'ils estiment les dommages à plus de 300 millions. Beaucoup de véhicules. Comment il y avait de véhicules sur le bateau? Elle? Il y avait environ 4000 véhicules à bord, puis tous des véhicules de luxe. Là. Puis là-dedans, on s'entend. Il y avait des véhicules spéciaux que des clients avaient commandés, puis ça faisait 1 an ou 2 qu'ils attendaient. Il y en a qui doivent s'arracher les cheveux. Il y en a qui ont eu une pire semaine que nous autres, finalement. Fait que si vous aviez commandé une Porsche, une Bentley, une Lamborghini, il y a de grandes chances qu'il était sur ce bateau-là. Il y avait 1100 Porsche, il y avait 189 Bentley. Ils disent pas comment il y avait de Lamborghini. Les Lamborghini ne veulent pas dire. Ils ont refusé de commenter sur le nombre de voitures qu'il y avait sur le fameux bateau. Ils disent que, en tout cas, c'est pas confirmé encore, mais l'incendie aurait été déclenché par une batterie lithium-ion. Fait que peut-être qu'est-ce qu'on retrouve dans une Audi e-tron, pas e-tron, il faut le dire en anglais, e-tron, ou un autre véhicule électrique, peut-être un ID4, on ne le sait pas exactement. Mais ils disent qu'il y a des bonnes chances que ce soit la cause de l'incendie. C'est pas le premier véhicule électrique qui explose, hein? Non. Tu te souviens, il y a une année, moi je me souviens, il y a un Hyundai Kona qui avait explosé littéralement dans un garage. Il avait défoncé le toit et tout. Là. Oui, de ce côté-là, même là, il y avait eu des troubles avec la Bolt EUV. C'est pas très bon, mais là, il n'y a pas eu de blessés. Tout l'équipage a quitté le bateau. Là, le bateau est comme à la dérive. Là, ils ne savent pas où ils vont le remorquer. Parce que là, le bateau est au milieu de l'Atlantique. Là, si je me rappelle bien, ils vont soit le remorquer en Espagne ou au Bahamas. Là, je ne sais pas trop quoi. Là. Il était vraiment entre les deux. Une grosse perte pour Volkswagen. Je sais pas comment ça marche, les assurances pour ces bateaux cargo-là. Là. Mais rendu là, c'est même pas... C'est pas juste une question d'assurance. Là. C'est des véhicules quand même vraiment de luxe puis rares. Comme tu dis, je me souviens plus le nom du gars que tu m'as dit qu'on parlait hors honte. Je pense, je sais pas confirmé, mais je pense que j'ai vu que Matt Farah, lui, avait commandé une Porsche. Ça faisait presque plus qu'1 an qu'il l'attendait. Puis il y a eu un appel du concessionnaire, puis ils ont dit qu'elle était sur le bateau. Ouais. Fait que, tu sais, les 300 millions, ça vient pas inclure les pertes pour les concessionnaires, tout ça. Ouais. Là, déjà que c'est dur d'avoir des véhicules avec les histoires de puces puis tout. Qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID actuellement? Là, ça vient pas aider. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire à leurs clients parce qu'on va se le dire de ce temps-ci, quand on commande nos véhicules, c'est des commandes spéciales. Ouais. Autant une Porsche, une Lambo qu'une Bentley. C'est pas comme s'ils pouvaient mettre une priorité sur la chaîne de montage pour ces clients-là. Ils vont peut-être faire quelque chose, mais
Ils ne peuvent pas vendre juste un autre véhicule. Là. C'est pas comme si tu as commandé un Civic, on va en retrouver un qui était équipé pareil comme tu as commandé ou un similaire. Là. Quand c'est des Porsche de Bentley, mais là, moi, j'ai choisi tel cuir avec telle boiserie. Puis ouais, là, ça te prend 1 an ou 2 de l'avoir. Puis là, ben, ça rajoute 1 an ou 2 puisqu'ils viennent de brûler sur le bateau. Fait qu'un gros coup pour le gros Volkswagen de ce côté-là. Puis, tu sais aussi, si le feu est vraiment été déclenché par une batterie, c'est inquiétant pour le futur, là, la sécurité, ces choses-là. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Que ces fameuses batteries-là, quand ils pognent en feu, sont très dures à éteindre. C'est pas juste un feu normal, là, c'est un feu alimenté. C'est presque un feu pris dans une affaire de pétrole. Là. C'est comme c'est un feu qui est difficile à éteindre. Puis qui se propage vite. Puis s'il se propage dans d'autres batteries, etc., ça devient plus contrôlable. C'est l'histoire sans fin. On voit un peu des images, là. On voit que ça a brûlé fort, là. Puis aussi, si le bateau est prêt, je ne sais pas s'il va être capable de récupérer le bateau, là. Mais c'est beaucoup de dégâts, puis c'est beaucoup de... Je sais pas, tu sais, comme je disais, c'est des véhicules vraiment de luxe. On dirait, je veux pas dire que c'est pire, là, mais... Comme tu dis, c'est parce que c'est beaucoup. C'est tellement difficile à obtenir que, comme tu dis, c'est pas comme un bateau d'Honda Civic qui prend feu, mais pas d'inquiétude, dans 2 mois, on va en ressortir à pelleter. Là. C'est fini. Ouais. C'est fini, puis c'est fini peut-être pour un an et plus. Là. Le temps que toutes ces personnes-là aient leur véhicule, 4000 véhicules, oublie ça, c'est plus qu'un an, c'est assuré. C'est pas une question de si c'est un véhicule de luxe ou non, c'est parce que quand tu as un véhicule de luxe comme un Bentley ou un Lamborghini qui prend une place dans le bateau cargo, bien, ce véhicule-là vaut 200, 300, 400 000 $. Ben, ça serait un bateau cargo de Honda Civic ou de Hyundai, whatever. Là. Tu peux en avoir 10 ou 20 pour ce même prix-là. Là, ben oui, puis c'est plus facile à obtenir. Oui. C'est ça, je t'ai dit. Là. Ce monde-là, 4000 véhicules, ça faisait 3000. Ouais, 3000. Environ 4000. Ils ont estimé, là, on n'a pas les chiffres exacts, mais... Ravoir ça, puis là-dedans, il y en a que ça faisait longtemps, plus qu'1 an, qui attendaient leur véhicule. Il y en a que ça devait faire 2 ans. Oublie ça, là. C'est sûr. Fait un gros hit pour le gros Volkswagen. Maintenant, on va passer à la ronde de questions, Jules. Avais-tu reçu des questions? Oui, j'ai reçu une bonne question. Les gens m'ont demandé, c'est une question que j'ai reçue plusieurs fois dernièrement. Avec la pandémie qui commence un petit peu à slacker, on espère que ça finit, ça commence à slacker. Est-ce que ça va revenir à la normale chez les concessionnaires, pour les puces, pour le marché? Mm-hmm. Est-ce que le marché usagé va rester haut, tout ça? Puis, si j'ai vu la tendance, puis j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, ils disent que oui, la situation des puces va s'améliorer, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ça va peut-être prendre encore 1 an ou plus que ça. Puis, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que chez les concessionnaires, il n'y aura plus des gros rabais comme qu'on avait auparavant. Ça va être vraiment un nouveau style, comme qu'on a un peu là. C'est vraiment full price. Les inventaires vont remonter. Mais je pense que de plus en plus, ils vont pousser du côté du manufacturier les précommandes. Ils aiment beaucoup ça, là, les précommandes. Là. Commander les véhicules comme ça. Être sûr de ne pas avoir trop d'inventaire, c'est un plus, autant du côté manufacturier que le concessionnaire. C'est sûr, certain, c'est le fun d'avoir vraiment une bonne base au concessionnaire, un bon inventaire, que quand les clients arrivent, ils ont un choix et ils peuvent partir tout de suite avec le véhicule. Mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est que les prix ne vont pas revenir normal comme avant, là, des méga rabais là, sur les autos. Je pense que ça va être le prix affiché, puis il n'y aura pas grand-chose à dealer. Bien, en ce moment, on s'entend, le marché est plus au vendeur qu'à l'acheteur. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes de véhicules. Il y a des clients, il y a des concessionnaires avec qui on parle. Ils n'ont pas d'inventaire, mais ils ont 3 mois d'avance de vente de véhicules qui attendent. Ils ont vendu, mais ils attendent les véhicules, puis ils attendent les véhicules. Fait que pas mal tout ce qui rentre est déjà vendu.
c'est vraiment, le marché n'est pas à l'acheteur en ce moment. Mais un peu comme dans l'immobilier en ce moment, tout a suivi. Là, aussi, le marché va changer aussi avec la situation qui se passe avec le gaz. Donc là, on a des répercussions un peu de la situation qui se passe dans le monde, surtout avec la Russie, etc. L'essence commence à monter. Là, il y a des gens qui vont considérer peut-être réduire de grosseur de véhicules, aller électrique, aller hybride branchable, aller diesel. Je sais que j'ai un de nos abonnés qui me parle souvent que lui, il a un Tahoe diesel, puis il s'est fait offrir un full price, même peut-être plus que ce qu'il a acheté. Ouais. Il a vendu son Tahoe diesel. Si vous êtes comme nous, vous êtes un peu dans les VUS de luxe, grande taille de VUS, chez GM avec un 3 litres diesel à faire du 8-9 litres au 100, c'est très dur à battre de ce côté-là. Fait que c'est des véhicules qui sont de plus en plus recherchés, qui vont prendre de la valeur aussi avec le temps, des véhicules qui sont vraiment économiques, sont de plus en plus recherchés. Il y a aussi un autre côté du marché que peut-être que vous n'êtes pas tous au courant, mais moi, je regarde beaucoup. C'est un petit peu les derniers d'une certaine espèce. Tout ce qui est les Hellcat, les Corvettes, les V8, des modèles qui étaient vraiment muscle, des gros moteurs. C'est des modèles qui sont de plus en plus recherchés, même si le prix de l'essence, ça ne fait pas de sens pour beaucoup de gens, monte, puis c'est des véhicules qui consomment extrêmement beaucoup. C'est des modèles qui risquent d'être un peu tombés collection. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont investir là-dedans. C'est des modèles qui sont très intéressants. Quand je pense à des TRX, là, peut-être le Raptor R qui s'en vient avec un gros V8, Durango Hellcat, toutes les Hellcat, toutes les Red Eye, tout ça, toutes les éditions spéciales de Challenger, toutes les Corvettes, là, les C7, là, qui avaient 06 ZR1, les modèles rares, là, Ouais. ça va garder son prix. Fait que là, on tombe dans un marché de collectionneurs vraiment comme les dernières générations de V8. Oui, exactement. Moi aussi, je pense comme toi. Là. Anyway, on le voit. Les gens le recherchent. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont acheter ça, mais définitivement, les gens qui veulent ça vont mettre le prix. Là. Fait que c'est un marché assez chamboulé pour l'usager. Fait que des fois, il y a certains modèles qui vont coûter plus cher que flambant neuf à l'achat au concessionnaire. C'est juste que les modèles usagés, on peut l'avoir tout de suite maintenant. Certaines personnes sont prêtes à payer extra pour un véhicule usagé parce qu'ils en ont besoin tout de suite. Les gens qui sont capables de patienter 3-6 mois ou plus que ça pour un nouveau véhicule, ils peuvent peut-être avoir le prix MSRP qu'on appelle là, du concessionnaire, mais ceux qui veulent avoir quelque chose maintenant, il faut qu'ils déboursent. Oui, il faut qu'ils déboursent. Puis beaucoup petits VUS, j'ai remarqué. Là. Mais juste nous, on a eu l'expérience quand j'ai vendu pendant la pandémie mon Ford Escape. Là. Le marché aussi aux États-Unis est tellement fort qu'il vient chercher beaucoup de nos véhicules ici. Oui. Fait qu'il y a beaucoup des bons véhicules avec pas beaucoup de millage, ces choses-là, sont flippés aux États-Unis avec l'échange US-canadien. Beaucoup d'exportateurs ils vont envoyer les véhicules là-bas. Puis nous, on va se le dire, mon Sierra T4, ton Ford Escape que tu avais, ça a tout été flippé aux États-Unis. Puis on se le cache pas, on a eu un bon prix. Mon Mustang que j'avais dans le temps, ça a été flippé en France. Oui, là-bas, c'est des chars de collection. C'était avant la pandémie. Ouais, ça, c'était toute une expérience. Hein? L'acheteur français a envoyé un expert analyser le véhicule. Le gars, il a tout fait. Là. Il y a même une machine qui mesurait l'épaisseur de la peinture sur le véhicule. C'était assez quelque chose hein, quand on a vu ça. Ça, j'ai vu ça souvent, la fameuse machine, l'épaisseur de la peinture, mais la façon qu'il a tout observé mon véhicule avec un miroir en dessous, là ça, c'était... C'est quasiment comme s'il observait un véhicule à 300 000. C'était poussé, c'était très vraiment poussé. Puis regardez ici, si vous avez la chance là, de ce temps-ci de pouvoir flipper votre véhicule pour un bon prix, puis vous êtes capable d'avoir une alternative, là, faites-le. Moi, je pense que c'est le temps. Si vous êtes capable d'avoir le même prix que vous avez payé pour votre véhicule, ça vaut la peine. Mm-hmm. Mais c'est sûr et certain que si vous débarrassez de votre véhicule... allez pas à la recherche d'un autre véhicule parce que vous allez payer plus cher. Faut avoir une alternative. Là. Puis le marché usagé, là,
Ça fait un petit bout de temps. Nous autres, on est tout le temps un petit peu en train de regarder le marché usagé parce que ton père, toi, évolue dans vraiment la vente à l'usager. Puis, côté pick-up, camion, ces affaires-là, il n'y a rien d'achetable. C'est horrible. C'est partout comme ça. Il n'y a rien, puis c'est cher. Donc, en gros, ça répond un peu à la question. Je pense pas que ça va juste changer du jour au lendemain. Si vous vendez votre véhicule, réfléchissez, ayez un plan B, ayez un plan de secours pour tomber à pied. Puis, attendez-vous pas que ça retombe comme c'était avant 2020. Là. Non, c'est sûr. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et partager pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et aussi de vous abonner autant sur YouTube que sur nos plateformes podcast. Si vous êtes en mode podcast, n'oubliez pas de nous laisser un petit 5 étoiles. Je pense que ça nous aide là, dans les ratings, tout ça. Là, ça nous aide beaucoup. Oui, on se retrouve dans un prochain podcast.